Nous allons commencer par des interventions individuelles, bien sûr, mais on voudra laisser, bien sûr, une place au débat et aux questions de la salle à la fin de la séance. Donc je vais être obligé de demander aux intervenants d'être courts dans leurs interventions. C'est un peu la règle du jeu. Pour cette table ronde, nous avons réuni Marie-France Houde de l'OCDE, qui va nous présenter les principes directeurs de l'OCDE, leur genèse et les applications. Puis Roger Godineau, qui est président d'Action contre la faim, ancien doyen de l'INSEAD, ancien président d'Action contre la faim, ça, ancien doyen de l'INSEAD, et auteur d'un livre, lui récent, qui s'appelle « Réenchanter le travail pour une réforme du capitalisme », qui va apporter une vision globale de les évolutions nécessaires du capitalisme selon lui, du point de vue bien sûr du management. Et enfin, Florence Palpacuère, professeure à l'Université de Montpellier, et Maya Leroy, enseignant-chercheur à AgroParisTech, qui vont plus s'axer sur les sciences de gestion, l'enseignement de la gestion face aux réalités de la mondialisation et comment l'un et l'autre interagissent. Et on sera là au cœur du sujet des états généraux du management, bien sûr. Voilà, d'ores et déjà, et pour ne plus perdre de temps, je donne la parole à Marie-France Houde. Merci. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Je suis heureuse de m'exprimer pour la première fois au Sénat sur l'un des principaux instruments phares de l'OCDE pour gérer la mondialisation, que sont les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales. Que sont ces principes? Essentiellement des recommandations adressées par les gouvernements des pays adhérents à leurs entreprises au sujet de leur comportement, ou s'agissant de leur comportement à l'étranger. Comme vous pouvez le constater dans cette première diapositive, les principes directeurs couvrent l'ensemble du panorama éthique, en commençant par les domaines couverts par le Pacte mondial de l'ONU, droits de l'homme, droit de travail, environnement et anticorruption, mais également d'autres domaines moins fréquemment couverts par les instruments de la RSE, mais qui revêtent aussi une importance capitale pour les entreprises, c'est-à-dire la concurrence, la fiscalité, la science et la technologie ou la protection des consommateurs. Les principes directeurs ont été adoptés il y a plusieurs années, en 1976, en fait dans le cadre d'un accord plus large, celui de la déclaration de l'OCDE sur l'investissement étranger, en contrepartie de l'engagement des gouvernements adhérents d'octroyer un traitement non discriminatoire aux entreprises étrangères. Et ce fut d'ailleurs la première fois que la RSE fut incorporée dans un accord sur l'investissement. Et ces décisions étaient en quelque sorte visionnaires, car ce sont encore les mêmes arguments qui sont mis de l'avant en faveur de la RSE aujourd'hui. Les principes directeurs sont fondés sur des valeurs universelles, dont celles qui figurent dans la Déclaration des droits de l'homme et les normes fondamentales du travail de l'OIT. Les principes directeurs sont applicables partout dans le monde. Les principes directeurs véhiculent et exportent des valeurs et des normes de comportement, en principe élevés, développés dans les pays industrialisés. Il est également intéressant de noter que la définition du comportement responsable sur laquelle reposent les principes directeurs ne met pas uniquement l'accent sur les initiatives volontaires des entreprises, mais également et avant tout sur le respect du droit, de la loi, de la réglementation, même si ces textes ne sont pas appliqués. 41 pays se sont engagés à promouvoir les principes directeurs de l'OCDE auprès de leurs entreprises, dont les économies les plus importantes d'Amérique latine, Argentine, Brésil, Chili et Mexique. Après l'Égypte, le Maroc devrait sous peu souscrire aux principes directeurs. Comme l'a souligné le G8 l'année dernière et le conseiller spécial auprès des Nations Unies, John Ruggie, en avril dernier, dans son rapport à la Commission des droits de l'homme, les principes directeurs tirent leur légitimité du fait qu'ils ont été élaborés par les gouvernements des pays, qui génèrent plus de 75% de l'investissement mondial, et du fait qu'ils sont dotés d'un mécanisme unique de mise en œuvre consacré à la résolution des problèmes d'application,
Plus de 180 plaintes ont été examinées à ce jour par les points de contact nationaux responsables de la mise en œuvre des principes directeurs. Mais que sait-on de l'utilisation des principes directeurs? Alors, je suis désolée pour cette diapositive qu'elle soit en anglais, mais notre étude n'a pas été, elle va être traduite en français, elle sera disponible très prochainement. Alors, contrairement au pacte mondial auquel souscrivent environ 5000 entreprises, les principes directeurs ne disposent pas d'un mécanisme permettant aux entreprises de faire officiellement état de leur adhésion aux recommandations de l'OCDE. Aussi, les informations dont nous disposons sur l'utilisation de ces principes sont fondées sur des enquêtes ou des sondages auprès des entreprises. Nous disposons de 2 sources d'informations récentes. Premièrement, une étude comparative sur l'utilisation des principes directeurs menée par Vigeo et le GRI, Vigeo étant la notation dirigée par Mme Nicole Notat, auprès de 260 entreprises européennes. Et nous avons également un sondage réalisé sur les 2000 entreprises du FTSE All-World Development Index par l'Institut de recherche londonien ERIS pour la conférence à haut niveau que nous avons organisée à la demande du G8. Nous avons organisé en juin avec l'OIT. Alors, s'agissant de l'étude de Vigeo, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, 92% des répondants ont indiqué qu'elles fondent leurs actions en matière de RSE sur le pacte mondial, 64% sur la déclaration tripartite de l'OIT et seulement 55% sur les principes directeurs de l'OCDE. Ces chiffres couplent d'ailleurs les résultats d'une autre enquête réalisée en 2006 auprès de Fortune Global 500, selon laquelle 41% des sociétés de ce palmarès citent ou utilisent les principes directeurs en tant que texte de référence. C'est évidemment encore insuffisant. Et c'est bien pour cette raison que la déclaration de Hell a invité les entreprises à se référer aux principes directeurs ainsi qu'au pacte mondial et aux normes de l'OIT, en soulignant que cela permettrait d'apporter plus de cohérence et de clarté aux actions des entreprises en matière de RSE. Maintenant, s'agissant de l'étude de la firme ERIS, et qui porte plus précisément sur l'utilisation du chapitre emploi et relations professionnelles des principes directeurs. C'est en fait le chapitre qui est le plus utilisé. Elle confirme de manière générale que ce sont bien les sociétés des zones OCDE Europe et OCDE Amérique du Nord qui ont des politiques ou des systèmes qui ont les systèmes les plus développés de gestion en matière de normes de travail. Par contre, les performances de la zone Asie-Pacifique sont nettement moins bonnes, en particulier dans les pays émergents. Ces résultats sont en gros attribués à l'absence de réglementation adéquate et à la faiblesse de la société civile. Mais il y a des différences importantes suivant les critères analysés selon les pays et secteurs d'activité. Pour illustrer ce point, j'ai sélectionné 2 tableaux de l'étude ERIS, l'une portant sur le critère de l'emploi et de la discrimination, c'est celle que vous avez à l'écran, et l'autre sur le critère des chaînes d'offres. On retrouve le meilleur résultat dans le domaine de la discrimination de l'emploi. 80% des sociétés examinées ont une politique dans ce domaine. L'Amérique du Nord vient en tête, suivie de l'Europe, et les pays émergents sont encore, une fois de plus, les moins performants. Par contre, sur les questions des chaînes de l'offre, environ 80% des sociétés de la région OCDE Europe ont mis en place des politiques au système de gestion dans ce domaine, contre environ 40% dans les autres pays. Même si les statistiques sont encore décevantes, les principes directeurs seront-le encore un potentiel à exploiter. À la question « Que pensez-vous des principes directeurs de l'OCDE » 80% des répondants à l'enquête de Vigeo estiment tout de même que les principes directeurs sont un instrument utile de communication auprès des partenaires sociaux et de la société civile, et 77% estiment que l'existence des principes de l'OCDE contribue à la réduction des risques environnementaux et sociaux. Enfin, seulement 28% des répondants pensent que le principe de l'OCDE pourrait constituer un frein à la compétitivité des entreprises opérant dans les pays en voie de développement. Comment développer le potentiel de l'OCDE? Nous avons présentement 4 pôles d'activité sur les principes directeurs.
Tout d'abord, les pays émergents. Même si les principes ne sont applicables partout dans le monde, leur efficacité dépend manifestement de plus en plus de l'adhésion des pays non membres. Nous y travaillons. L'OCDE a des relations privilégiées avec plus de 60 pays non membres. 5 pays, dont la Russie, ont été invités à adhérer à l'OCDE. L'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie ont aussi été désignés comme des candidats potentiels à l'adhésion. En deuxième lieu, le secteur financier. Le secteur financier peut avoir une influence considérable sur le comportement des agents économiques, comme le démontre évidemment la crise financière actuelle. Il est important que les principes directeurs s'appliquent efficacement aux multinationales financières. Nous discuterons au cours de cette année des critères pouvant guider ces multinationales dans leurs relations avec leurs clients ou partenaires d'investissement. Troisièmement, exploiter les synergies avec d'autres instruments. Nous devons également coopérer plus étroitement avec d'autres instances. Nous avons déjà conclu des accords de coopération avec le Pacte mondial des Nations Unies, l'OIT, l'UNEP Finance et au mois de mai dernier avec l'ASO sur la norme 26000. La semaine dernière, nous avons également établi des actions concrètes avec l'OIT dans les pays en voie de développement. Le quatrième et dernier axe de travail porte sur les performances des points de contact nationaux qui apparaissent inégales d'un PCN à l'autre. 2 critiques d'importance: l'indépendance des PCN, des gouvernements et la participation des partenaires sociaux. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni viennent d'adopter dans ce sens des modifications importantes de la structure de leur PCN. L'OCDE a également décidé de lancer un examen des performances de chaque PCN. En conclusion, 2 réflexions si vous me permettez. La RSE n'est pas un substitut à la réglementation. La crise financière nous le démontre sans équivoque. Mais la RSE est un complément nécessaire et les principes directeurs ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Merci. Je vous invite à visiter notre site web. Merci. Merci. Juste une petite relance. Je pense qu'on posera les questions à la fin, en essayant de regrouper. Donc si vous avez des choses, vous les notez, et puis on posera à la fin les questions. Mais juste une remarque en passant, c'est qu'aux côtés des principes directeurs de l'OCDE, il y a un foisonnement de normes plus ou moins normatives justement, ou de standards lancés par l'ONU, par des organisations non gouvernementales, par des mouvements sociaux divers et variés, qui font que le champ managérial se complexifie sans arrêt, si tant est que le management des entreprises se préoccupe de ce foisonnement justement, et que souvent ce foisonnement sert de bonne raison pour ne pas les adopter ou pour ne pas agir. Donc moi, ce qui m'interroge toujours quand je vois ce type d'initiative, effectivement, c'est le degré d'impact sur la modification des comportements et des managers, et sur la possibilité réelle de les mettre en pratique. Alors, selon de quel point de vue on se place, c'est la possibilité ou la volonté. Et là, je ne sais pas, enfin, on en discutera certainement après, mais on a le sentiment que les choses servent surtout dans des politiques de communication. On affiche la signature au pacte global, on affiche, etc. Mais ce qui serait intéressant du point de vue des états généraux du management, c'est de savoir dans quelle mesure on peut observer, ou les chercheurs peuvent observer justement, comment ces impératifs non catégoriques s'installent ou pas dans la pratique, et qu'est-ce qui fait obstacle, ou au contraire, qu'est-ce qui permet de surpasser ces obstacles. Voilà, donc c'était juste
nous, on a pas mal suivi ce qui se passe dans ce domaine-là. La norme ISO 26000 est en discussion en ce moment, est en négociation. Là, on change. On peut penser qu'on pourrait changer de dimension parce que c'est l'ISO justement et que c'est négocié avec les entreprises et qu'on peut espérer, on peut penser que les entreprises peuvent s'en emparer parce qu'elles y trouvent un avantage concurrentiel, etc. Donc là, il y a peut-être un changement de dimension qui s'annonce, peut-être. Sauf que la crise actuelle, paradoxalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant la table ronde, peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en même temps, elle ouvre l'idée que des alternatives sont possibles, comme dirait l'autre, mais et que donc il faut engager des réflexions sur justement la régulation, sur les manières de faire autrement, de manager autrement, puisque ça descend jusque-là. Mais en même temps, on va être dans très peu de temps soumis à l'impératif inverse, qui va être de dire, excusez-nous, mais on a autre chose à faire que d'aller s'occuper de l'environnement, des droits sociaux, des droits humains, parce qu'on perd de l'argent, donc il faut qu'on regagne de l'argent, il faut qu'on augmente les marges, il faut que. Ce discours-là, on le connaît, on l'a à chaque crise. Et donc, c'est justement dans ces moments-là que, alors que ce serait le moment de poser des questions et de remettre en question, c'est l'inverse qui se produit. C'est qu'au contraire, on est rivé sur les fondamentaux de l'entreprise, puisqu'il s'agit de ne pas se casser la figure, trop, juste un peu. Voilà. Mais on y reviendra, n'est-ce pas Roger Godinot, vous avez une vision plus globale sur l'art du management lui-même, et justement sur à quelles conditions, et selon vous, et selon quels principes, le management doit s'adapter aux opportunités et aux risques que présente la mondialisation. À droite, le petit vert. Clic. Celui-là, oui, celui-là. Voilà. Okay. Effectivement, je peux vous parler du haut d'une expérience assez longue dans tous les aspects du management, puisque j'ai pratiqué à la tête d'entreprises qu'on m'a confiées, ou d'entreprises que j'ai créées. J'ai effectivement dirigé des associations du genre comme Action contre la faim, qui est une action humanitaire bien connue. J'ai été auprès d'un Premier ministre pendant 3 ans pour parler de politique, avec lui de politique industrielle internationale. Et puis, j'ai été professeur à l'INSEAD, doyen de l'INSEAD, pendant des années, école dont j'ai participé à la création. Et c'est du haut de cette expérience multiforme, mais très pratique, que je vais vous soumettre quelques éléments. Premièrement, nous sommes dans une crise financière grave, probablement la plus grave depuis 1929, peut-être même plus, on verra plus tard, les historiens le diront. Pas forcément les économistes, mais les historiens en tout cas. Deuxièmement, cette crise financière va engendrer, c'est clair, des conséquences économiques et probablement une crise économique dont on ne sait pas si elle va être très forte et de courte durée ou au contraire si elle va être larvée et de longue durée. On ne sait pas. Personne n'est capable de vraiment prévoir ce qui va se passer, sinon qu'on sent bien par l'ambiance générale, par la position des entreprises, que les choses ne vont pas être simples. Alors, dans une telle situation, on peut considérer que la bouteille est moitié vide ou moitié pleine. On peut dire que c'est une période où on ne va rien pouvoir faire parce qu'il va falloir se battre pour les marges, comme vous dites, pour la survie simplement. Je pense, moi, qu'au contraire, on est dans une période qui pourrait être révolutionnaire par rapport au monde économique et par rapport au monde de l'entreprise. Et en tout cas, c'est le moment d'avoir le courage de proposer des choses qui peuvent être utopiques, mais enfin qui sont intéressantes à la discussion. Et plus particulièrement, si j'ai accepté de venir parler devant ce monde de l'enseignement de la gestion et de la gestion, c'est parce que je ne voudrais pas que le débat qui va forcément s'installer en Europe et dans le monde soit mobilisé par les économistes, mobilisé par les financiers ou mobilisé par les politiques, ou même par les trois. Je pense qu'il est temps que les hommes d'entreprise et que ceux qui ont réfléchi à ce que c'est qu'une entreprise et comment ça marche parlent d'une voix forte sur le même ton que les autres. Parce qu'enfin, on nous parle maintenant d'une crise financière et on va tâcher d'y trouver des solutions financières. Mais on oublie tout simplement de dire que la finance n'est jamais qu'une fonction au service de l'entreprise.
Qu'est-ce que c'est d'autre? Du citoyen, si vous voulez, du consommateur, mais donc de l'entreprise. Et que par conséquent, le noyau dur du système, là où il faut réfléchir, là où on ne veut pas aller trop vite parce qu'on a peur de ce qu'on va y trouver, c'est quand même bien le noyau de l'entreprise. Et moi, je constate que l'entreprise capitaliste, je la connais bien, j'ai pratiqué, j'ai enseigné ces éléments, incontestablement, c'est un instrument qui va survivre sous toutes ses formes et qui a la vocation de survivre. Et c'est le système qui permet de produire de la richesse. Je crois qu'on a payé, il y a une génération qui a payé 70 ans d'expérience dans la moitié du monde pour savoir que finalement l'entreprise capitaliste était la seule capable de produire de la richesse. Mais l'entreprise capitaliste que nous avons, que nous connaissons bien, elle a un certain nombre de défauts. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels elle a en quelque sorte ce que j'ai appelé les tares du capitalisme. Je les ai identifiés au nombre de 5, mais on pourrait aller plus loin, simplement pour la simplicité de l'exposer. J'ai relevé notamment que ce système capitaliste crée des inégalités. Il les crée pas volontairement, si je puis dire, il les crée inconsciemment. Il n'est pas fait d'ailleurs pour créer de l'égalité. Il est fait pour créer de l'efficacité, mais chemin faisant, par le jeu de la concurrence, il se trouve que les inégalités sont un peu exacerbées. Il n'est pour s'en convaincre que voir ce qui se passe au deux bouts de la chaîne des revenus, les revenus les plus forts, dans lesquels on a des scandales. On a beaucoup le projecteur porté sur ces scandales. Scandales par rapport à quels critères, je ne sais pas, critères moraux en tout cas. Et puis il faut aller surtout dans le bas de l'échelle, où on voit augmenter une certaine pauvreté partout, en tout cas pauvreté relative, qui fait qu'incontestablement, il y a une inégalité croissante. Ça se voit aux États-Unis, ça se voit maintenant en Europe. Incontestablement, le système produit de l'inégalité. L'inégalité produit de l'inacceptable du point de vue social, et par conséquent, c'est un élément négatif. Je dis que c'est une tare du système. Le deuxième, c'est que le système capitaliste tel que nous le connaissons s'est emparé des éléments scientifiques, sociologie, psychologie, tout ce qui traîne, tout prix, médecine, tout ce que vous voulez, pour asservir le travail dans l'entreprise. Et je vois venir dans l'entreprise une période historique différente. C'est-à-dire qu'il y a eu une période un peu euphorique dans l'entreprise, où, comme on dit en américain, on avait réussi à vendre l'entreprise à peu près à tout le monde, et où l'entreprise était un phénomène collectif qui fonctionnait avec l'assentiment de tout le monde et finalement au bénéfice de tout le monde, du moins psychologique. On travaillait ensemble. Les méthodes de management, d'ailleurs, ont été développées là-dessus. Mais quand on regarde ce qui se passe en réalité, on s'aperçoit qu'il y a dans l'entreprise désormais une souffrance. Il y a une souffrance dans le travail, qui n'est plus la même que, évidemment, du temps des mines et de l'époque où les enfants de 5 ans, 10 ans travaillaient dans les mines. C'est une autre souffrance, une souffrance psychologique, c'est une souffrance qui se traduit par le mal de dos, etc., qui est très symptomatique de ce qui se passe de nos jours. Et on s'aperçoit que le travail est devenu quelque chose qui n'est plus satisfaisant pour le travailleur et pour lequel, justement, les dispositions qui sont prises de temps à autre ne font que renforcer le système. Du côté de la gestion du travail, le capitalisme le traite un peu, ce travail, comme une variable d'ajustement. Je ne parle pas du chômage, c'est encore autre chose. Le chômage, c'est encore une autre disposition, mais je parle dans l'entreprise même. Il y a, dans les relations entreprises, parfois des souffrances que le capitalisme crée et ne sait pas traiter. Ça ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. La troisième dimension que je vois comme critique fondamentale, c'est que le capitalisme d'entreprise, comme ça qu'on va l'appeler, pour apprendre un peu à la Schumpeter, ce capitalisme d'entreprise ne sait pas regarder le long terme. Tous les problèmes de long terme sont esquivés. On a les yeux fixés sur la marge à court terme, la marge trimestrielle. Je me souviens lorsque Harvard a imposé ses célèbres critères de gestion efficace à 3 mois, n'est-ce pas? C'est ça qui compte, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est le très long terme. Et pourtant, il y a des échéances pour l'humanité qui sont colossales. On l'a vu dans l'environnement, mais on la voit dans d'autres. Par exemple, la démographie, qui sont des variables de long terme, etc. Et le système capitaliste les ignore. Simplement,
il les intègre quand ça lui tombe sur la tête. Alors il en traite les causes, il en traite les conséquences. Donc absolument cécité par rapport au long terme. La quatrième dimension pour laquelle je fais une critique assez fondamentale, c'est évidemment sa gestion de l'environnement. Le capitalisme a créé sa richesse au détriment de la nature. C'était même un théorème, n'est-ce pas? C'était un théorème. La machine était faite pour exploiter la nature, mais la nature était supposée infinie et ne pas avoir de conséquences dans son exploitation sur la race humaine. Donc on n'avait pas de limite. Et ce qui n'a pas de limite n'a pas de prix, et ce qui n'a pas de prix, on le gaspille. Donc de ce côté-là, encore, le capitalisme est aveugle, et du côté de l'environnement. Et le dernier, qui est moins courant, mais sur lequel j'insiste, c'est que le capitalisme financier, c'est comme ça qu'on peut le caractériser quand même, a réussi à aliéner, pour prendre un terme un peu marxiste, n'est-ce pas, il a réussi à aliéner le consommateur comme il a réussi à aliéner le travailleur. Et il a fait du consommateur un instrument de sa propre performance. C'est-à-dire que le consommateur devient un objet pour l'entreprise. On étudie ces comportements, on les maximise par de la publicité, par des actions considérables, et l'entreprise dépense beaucoup d'argent, par exemple pour créer du désir, pour créer le désir de ceci, du désir de cela, et on ne sait plus très bien où on en est dans ce qui sont les critères, parce qu'on est tellement imbibé de cette propagande venant de l'entreprise, qui nous dit quels sont nos désirs, qui nous dit quels sont nos besoins, que si on devait les hiérarchiser nous-mêmes en disant mais quels sont nos vrais besoins, de quoi avons-nous vraiment besoin, on aurait même de la peine pour le faire, tellement nous sommes imbibés de ces projections et de cette publicité. Est-ce que l'Américain a besoin d'une deuxième voiture, et nous, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième voiture? Il semblait bien que ça commence à poser des problèmes, mais je prends ça comme exemple. S'il fallait refaire une espèce d'analyse des besoins, on aurait de la difficulté à le faire, tellement nous sommes aliénés dans nos propres conceptions des besoins. Donc, l'entreprise est en phase de challenge considérable. Mais elle reste l'instrument capable de faire la richesse. Par conséquent, comme on va devoir rebâtir un capitalisme, pourquoi avoir peur des mots? On va devoir rebâtir un capitalisme. Bon. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment, personnellement, ce moment de crise. J'ai toujours pensé vivre assez vieux pour voir la fin du communisme, et j'ai toujours pensé vivre assez vieux pour voir, non pas la fin du capitalisme, mais la révolution du capitalisme. Après tout, ce serait peut-être pour bientôt. Alors, par quoi faut-il prendre le problème? Je crois que, et c'est ma proposition, et je souhaite que des chercheurs se posent là-dessus, prennent ces directions, parce que je ne suis pas le seul à penser cela, je ne suis pas le premier à penser cela. Vous savez, pour avoir des pensées totalement originales, il faut vraiment aller chercher très loin. On trouve toujours quelqu'un qui, avant, a pensé un peu la même chose. Enfin, ça n'empêche pas la vérité de la chose. Je crois qu'il faut repartir, tout simplement, de la définition de l'entreprise. Actuellement, nous vivons sur un paradigme qui dit que l'entreprise est une espèce de boîte noire pour l'économiste, pour le politique, n'est-ce pas, une espèce de boîte noire qui fait de la production et qui, en gros, est actionnée, c'est le mot que j'ai trouvé, est actionnée par un actionnaire, n'est-ce pas, qui en est le propriétaire et qui peut en user et en abuser, comme dit le droit de propriété. Et ça fonctionne par le jeu des équilibres. On a lu les économistes, on a eu le temps, ils ont un siècle. On a eu le temps de les lire. Donc on sait très bien comment marche le marché. Il n'est pas question d'aller contre. Mais en fait, c'est ça. Et on s'aperçoit qu'une entreprise, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? À mes yeux, du moins une entreprise moderne. Si on la regarde un peu de sérieux, on s'aperçoit qu'elle correspond à un contrat explicite ou implicite, je dis ou implicite, entre des partenaires qui se mettent ensemble pour constituer une entreprise. Dans ces partenaires, il y a évidemment celui qui apporte l'argent, c'est le capitaliste. Il y a celui qui apporte le travail, il y a celui qui apporte le management, il y a celui qui apporte éventuellement d'autres choses. Et je pense qu'il faut se référer à ce concept d'un management qui organise le partenariat de l'entreprise. Il faut que le système politique s'y penche, évidemment, et ouvre la voie. Et dans ces conditions, je pense qu'il y a un mode de gouvernance
qui changerait très profondément les relations industrielles et très profondément les relations sociales, qui n'irait pas vers une espèce d'opposition entre l'optimum écologique et l'optimum économique, comme il est actuellement, mais tout simplement par un optimum général. La gouvernance devrait être organisée sur l'existence d'un système de gouvernance composé d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Je fais appel à cette formule-là qui a été inventée par le capitalisme. À condition que le conseil de surveillance soit fait pour surveiller et que le directoire soit fait pour diriger. Et le conseil de surveillance, autant le directoire doit être choisi par des gens essentiellement pour leurs compétences et pour leur savoir-faire, autant les membres du conseil de surveillance doivent tout simplement représenter les parties prenantes de l'entreprise. Et je crois qu'on a là l'origine à la fois d'un nouveau système de relations sociales, d'un nouveau système de management et, je le pense, en même temps, d'une efficacité plus grande dans l'entreprise. Cela apporterait, j'en ai bientôt fini puisqu'il ne faut pas que je dépasse le quart d'heure, cela apporterait en quelque sorte un nouveau système de gouvernance interne basé sur cette conception de l'entreprise. Mais on est obligé, pour avoir les optimums qui correspondent à ce que Madame essayait de décrire avec le RSE ou d'autres considérations semblables, je propose que le système productif soit mis sous la surveillance extérieure, donc ce dont je vous ai parlé, le conseil de surveillance, c'est la gouvernance intérieure, mais je pense maintenant à une gouvernance extérieure, essentiellement composée par un développement considérable des agences de notation, je crois que les agences de notation ont un avenir colossal. Naïvement, je croyais que les agences de notation financière, telles qu'elles étaient organisées, faisaient bien leur travail. Naïvement, j'ai cru ce que me racontait un certain nombre de banquiers et de capitalistes, me disant que dans ces agences de notation, il y avait les gens les plus compétents. Oui, mais ils étaient tout simplement sous la coupe et sous le gouvernement de ceux en réalité, ils devaient surveiller. Et par conséquent, il y a eu là un bypass qui fait que les agences de notation se sont tout simplement plantées superbement. Il faut donc réformer ce système, le généraliser, faire un système de notation dans le domaine financier, bien entendu, comme c'est fait, dans le domaine social, comme Madame Notat s'efforce de le faire, dans le domaine environnemental, comme cela peut se faire aussi, dans le domaine de la gestion du long terme, pourquoi pas, en même temps, et dans le domaine du consommateur. Et il faut que ces agences de notation répondent à une façon nouvelle de gouvernance correspondant un peu à la théorie de Rosan-Vallon. Vous voyez qu'il est en train de développer, je vous incite à regarder là-dedans, c'est très bien toute la théorie de la surveillance, pour laquelle il faut un mélange d'indépendance, car il faut qu'elle soit indépendante. On voit bien l'avantage qu'on a eu avec la Banque Centrale Européenne, qu'elle soit indépendante, n'est-ce pas ? Bon. Donc il faut qu'il y ait un mélange d'indépendance, mais il faut qu'il y ait un mélange de surveillance quand même. Il faut qu'il y ait une espèce de contrôle démocratique. On imagine mal des êtres comme ça ayant un droit de contrôle simplement par leur propre existence. Et je pense que dans ces conditions, le système de surveillance externe, capitaliste donc, mais très organisé, pourrait donner des notes aux entreprises dans leurs différents domaines. Ça, c'est un domaine assez complexe. Et ensuite, proposer des moyens d'action. Alors, ou bien le fait de donner des notes suffit à changer les comportements des managers, pour les mettre, disons, dans le sens de l'intérêt général. Ça suffit, tant mieux. Ça se verra très vite. Et si ça ne suffit pas, eh bien, il y a la théorie d'application du bonus-malus qu'on peut mettre sur la fiscalité et qui, à ce moment-là, remettra les gens dans le droit chemin. Donc, un système d'agence, disons, un système d'agence très développé dans tous les domaines, indépendant mais contrôlé démocratiquement. Vous voyez, c'est compliqué ce que je vous dis là, mais enfin, bon, ça mérite d'être étudié, il faut faire des propositions. On l'a vu dans le domaine financier, comment ça peut jouer, comment ça ne joue pas, justement. Donc faisons attention. Et un système de bonus-malus permettrait de faire en sorte que, théoriquement, si l'on prend, je fais allusion à mes origines mathématiques, et vous allez tous me suivre, parce qu'en France, tout le monde a fait des mathématiques. Si l'on prend le vecteur de l'intérêt général, n'est-ce pas,
multidimensionnel, mais qui représente l'intérêt général. Et si je prends l'intérêt de l'entreprise capitaliste, c'est sur son bénéfice ou son rendement, tout ce que vous voulez, c'est un autre vecteur qui est un peu différent, qui fait un angle. Les deux font un angle, justement. Et cet angle mesure dans quelle mesure l'entreprise ne travaille pas à l'intérêt général. Alors si par un système de notation, avec des bonus-malus, je fais en sorte que l'entreprise, librement, dans un jeu concurrentiel, avec des règles s'appliquant à tout le monde, fait en sorte qu'elle se rapproche que les deux vecteurs se rapprochent, et que le vecteur de l'entreprise se rapproche du vecteur de l'intérêt général, j'ai gagné. Et mon sentiment de macroéconomiste, j'ai commencé ma vie comme ça, dans cette affaire, c'est que je pense qu'on aura un optimum d'un niveau supérieur. Je pense qu'on aura un optimum d'un niveau supérieur parce qu'on aura ainsi un comportement de l'entreprise qui sera beaucoup plus coïncident avec l'intérêt général. Je crois que l'entreprise est beaucoup plus capable de faire en sorte qu'on évite d'avoir des dégâts dans la société pour qu'ensuite, si on ne les a pas, il faille les corriger. Je crois que ce qui coûte cher dans la société, c'est de corriger les dégâts. Et je pense que si on peut éviter les dégâts, c'est beaucoup moins cher. Et ça, c'est à l'entreprise d'agir, au système capitaliste d'agir pour éviter les dégâts. Et dans le cas où, justement, ce système peut être efficace, on s'apercevra, tout calcul fait, que les difficultés qu'on impose à l'entreprise et qui font qu'en période de difficulté, on a tendance à dire bon, ben, le CO2, on s'en occupera plus tard, hein, on va s'occuper de nos profits. Ben non, parce que c'est peut-être un mauvais calcul, justement. Et eh bien, on s'apercevra que de cette façon, l'entreprise fera en sorte qu'on n'aura pas besoin de corriger les dégâts, donc on pourra bénéficier d'un taux de prélèvement obligatoire inférieur. Parce que finalement, quand on a un taux de prélèvement obligatoire élevé, c'est qu'on a besoin de pomper sur la richesse de l'entreprise pour réparer des dégâts. En gros, c'est comme ça que ça se présente. Alors, on ne va pas passer d'un modèle à l'autre, mais il est important de s'y rapprocher. Il est évident, et j'en termine là-dessus, je demande 2 minutes, que de telles réformes ne peuvent pas se passer d'une grande réforme fiscale. Parce qu'évidemment, le fiscal encadre le total. Et cette grande réforme fiscale, évidemment, elle doit s'organiser autour de 3 pôles, après réflexion. C'est une vraie réforme, mais c'est une vraie révolution. Les 3 piliers du prélèvement obligatoire, dans une économie moderne, doivent être un pilier sur la consommation qui ressemble à la TVA, qui est un impôt génial et qu'il faut conserver. Ça a été une grande conquête de l'humanité. Il y a un deuxième pilier qui est la CSG. J'ai été l'un de ses inventeurs, j'en suis fier, mais aussi l'impôt sur le revenu. Là, je suis un peu venu trop tard, il existait déjà, mais on l'a pas mal aménagé avec le RMI, avec le RSA, avec tout ce qu'on peut inventer. Et l'impôt sur le revenu devrait être le principal instrument de redistribution des revenus. Alors que la CSG doit avoir comme vocation surtout de donner ce qui est nécessaire pour financer la santé, l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt de la redistribution des revenus. Et c'est pour ça qu'il faut garder les deux et pas les mélanger. Et enfin, il manque pour tout ça, pour finir la réforme, un impôt sur le capital. Donc un impôt sur la consommation, un impôt sur les revenus à 2 branches et un impôt sur le capital. Dans mon livre, j'explique le travail qui est sur l'impôt sur le capital. Je vous signale que le principal économiste qui a proposé le premier un impôt sur le capital est un économiste français qui est le seul Français à avoir obtenu le prix Nobel en économie. C'est M. Halley. Il a écrit sur l'impôt sur le capital un livre d'à peu près 400 pages et je m'en suis beaucoup inspiré. Enfin, Michel Rocard m'a toujours appris que quand on propose des réformes, il faut dire est-ce qu'on a les moyens politiques de réaliser. Sinon, si on n'a pas les moyens politiques, bon, ça fait de la littérature et puis ça ne sert à rien. Alors, je n'ai pas les moyens politiques. Mais je vais vous dire où ils sont, les moyens politiques. Et peut-être vous donner la conscience de cela. C'est que nous avons en Europe une culture que vous véhiculez, qui est identifiable, qui est forte, et qui est valable, qui est moderne. Elle n'est pas à la traîne. Et elle n'est pas au détriment de l'efficacité, c'est pas vrai. Mais elle est au profit d'une efficacité qui est en même temps sociale et qui donne un sens à l'efficacité économique. Et nous retrouvons cela autour de l'euro.
et autour des pays de l'Euroland, les pays continentaux de l'Europe, de l'Euroland, avec la chance d'avoir une monnaie unique qui nous permet, on l'a bien vu le week-end dernier, qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas cette monnaie unique. Je pense donc que pour ma part, les réformes de ce genre, y compris les réformes fiscales, doivent se faire au niveau de l'Euroland. C'est là qu'il faut prendre le pouvoir, c'est là que ça se situe, c'est là qu'il faut militer, parce que c'est dans l'Euroland que c'est possible, avec l'euro, et c'est dans l'Euroland que les choses peuvent être exemplaires pour le reste de l'Europe et ensuite peut-être pour le reste du monde. Voilà, je vous présente ce plan comme étant un plan de recherche, comme étant un plan de réflexion, mais je le résume en disant il est temps qu'on revienne à une redéfinition du capitalisme en partant de l'entreprise. Merci Monsieur Monsieur Godino. La gloire est arrivée, la révolution est faite. Pour aborder justement le sujet de l'état de la recherche, peut-être de l'enseignement, je ne sais pas si vous allez jusque-là, mais en tout cas de la recherche en sciences de gestion et en management et en sociologie de l'entreprise, justement pour confronter à ces évolutions-là. Je ne sais pas si vous allez déborder jusqu'à la situation actuelle, à la crise actuelle. Est-ce que ça peut remettre l'épistémologie des sciences de gestion sur d'autres rails ou pas? Voilà, c'est à vous. Merci. Le micro. Donc je voudrais, c'est vrai, commencer par inscrire notre propos dans une référence un peu plus concrète à ce phénomène de mondialisation qui nous réunit. C'est vrai qu'on pourrait effectivement parler de la mondialisation financière et de la façon dont la quête perpétuelle de ces profits de court terme qu'évoquait M. Godino précédemment a amené les institutions dans des prises de risques qui aujourd'hui sont dommageables et ont des effets systémiques et des effets sociétaux. Et pour l'instant, je crois qu'on est effectivement très démunis dans les réponses à apporter. L'État essaie de sauver les meubles, je dirais, mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément une remise en cause plus fondamentale de la logique première de ce système. Et effectivement, je crois qu'on est plusieurs à penser que c'est l'occasion, effectivement, de repenser aussi les présupposés de nos enseignements et de nos recherches en management. En termes d'aspects concrets, je voulais prendre cet exemple. D'après les dernières estimations de l'Organisation internationale du travail, il y a 63 millions de personnes dans le monde qui travaillent dans des zones franches à l'exportation. Parmi ces 63, il y en a 40 millions qui sont en Chine. Ces zones franches à exportation sont des enclaves avec des conditions d'impôts et d'avantages sociaux, de désavantages sociaux, je dirais plutôt, spéciales pour l'assemblage de biens qui après sont déversés par containers, tonnes de containers dans nos ports et dans nos aéroports et qui nous habillent, qui nous équipent, etc. dans les marchés occidentaux. Il y a 10 ans, en 97, il y avait que, si on peut dire, 22 millions de personnes qui travaillaient dans ces enclaves. Et dans les années 70, il n'y en avait quasiment pas. Donc ces chiffres, là, ces millions de personnes, elles ont un visage. Ce sont des jeunes femmes de 16 à 25 ans qui travaillent 12 heures par jour, qui travaillent 7 jours par semaine, qui font face à des conditions de harcèlement dans les usines, de répression systématique de la liberté d'expression à travers l'organisation syndicale. Qui sont par exemple dans la zone de Shenzhen, qui est la plus grosse zone en Chine. Elles forment 3 millions des 4 millions d'habitants et elles n'ont pas le droit de déclarer une naissance, de déclarer un mariage, d'accéder à l'éducation ou d'accéder à un logement dans la ville de Shenzhen, puisqu'elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle, ce que certains auteurs ont appelé le régime salarial dortoir. Elles sont logées dans des dortoirs construits à côté des usines, puisqu'elles font donc ces horaires. Donc ça, c'est une facette. Il y a aussi un aspect environnemental à ça. Il y a un système de développement industriel où le niveau de pollution qui est atteint par l'industrialisation de la Chine pose aujourd'hui des dangers pour le climat mondial. Donc il y a toute une facette environnementale que Maya connaît bien mieux que moi et dont elle pourra mieux parler. Effectivement, on a cette mise en concurrence mondiale des ressources aujourd'hui, en travail, en environnement, qui est génératrice de souffrance sociale, d'inégalité, de précarité et de destruction de la nature également, je dirais au nord comme au sud. Et
Et donc, bon, la question c'est nous, en sciences de gestion, qu'est-ce qu'on a à apporter comme réponse à ces enjeux? Donc, ma façon d'introduire le sujet va s'inscrire dans la lignée des propos qui ont été tenus ce matin par Rachel Beaujolin dans l'atelier sur les restructurations, qui interrogeait la gouvernance, les modes de gouvernance des restructurations et la possibilité pour les salariés de se situer en amont au niveau des prises de décision qui vont conduire à ces choix de délocalisation, relocalisation des activités. Et bien évidemment, si les salariés eux-mêmes décident, comme dans les scopes, il est rare qu'ils décident eux-mêmes de se délocaliser. Donc on voit bien que la décision elle-même serait différente si le système de prise de décision au niveau de la gouvernance intègre l'ensemble des parties prenantes. Et je m'inscrirai aussi dans la lignée des propos de Julienne Brabé, dans l'atelier sur l'entreprise peut-elle avoir un comportement responsable, qui distinguait différentes approches idéologiques, si je puis dire, de la responsabilité sociale de l'entreprise que vous allez retrouver dans nos propos. Donc dans un premier temps, je distinguerai plusieurs lectures des enjeux et des réponses qui sont apportées en sciences de gestion. Puis Maya, en fait, développera la réponse qui nous semble aujourd'hui la plus appropriée. Et effectivement, le contexte financier pourrait être là pour souligner la pertinence en fait de cette approche, d'une approche critique qui reste largement à construire. Je pense qu'on est assez peu nombreux à l'adopter de façon explicite et dans l'ensemble de ces dimensions en sciences de gestion. Et donc notre intervention, c'est un peu un appel à ce que la communauté, en ces temps troublés, se rassemble parce qu'on a besoin des forces de tous pour repenser ce qu'on enseigne et ce qu'on recherche en gestion. Donc la première réponse à cet état de mondialisation que j'ai décrit tout à l'heure, c'est celle du marché comme modèle, comme système de gouvernance garant du bien-être social et environnemental. Ce que je voudrais souligner, c'est que quand on s'inscrit dans cette approche du marché, on pose comme valeur première, fondatrice, je dirais, de l'être et de l'individu, la capacité à posséder, la capacité à être propriétaire. Donc ça s'inscrit dans la théorie des droits de propriété, qui pose que c'est une valeur inaliénable. D'accord ? On ne peut pas faire sans en tant que communauté humaine. Et à partir de là, la prise de décision va être dans les mains de celui qui possède, puisque posséder est la valeur première. Et ça, on va le retrouver à travers, par exemple, la théorie de l'agence. Donc la décision pour la gouvernance de l'entreprise est dans les mains de celui qui apporte le capital. La décision sur les ressources naturelles est aussi dans les mains de celui qui possède la ressource ou le droit à polluer. Après, la façon dont on va organiser les échanges et les rapports sociaux s'inscrit dans une logique de contrat. On contractualise entre possédants. Et je dirais que l'organisation des activités socio-économiques est pensée dans sa dimension la plus fondamentale comme étant inscrite dans ces valeurs. Et alors à partir de là, la réponse qui est apportée, la réponse gestionnaire à la question de la régulation, de la mondialisation, c'est celle de créer plus d'espaces de marché. Créer un marché du contrôle des dirigeants, un marché du contrôle des entreprises, un marché de l'environnement. Donc on pose qu'on peut mettre un prix sur les 10 ans de vie qu'une jeune fille de 16 à 25 ans va sacrifier entre le dortoir et l'usine. On peut mettre un prix sur les baleines, sur les petits oiseaux, sur la nature, etc. Et à partir de là, par l'échange marchand, en fait, on va arriver à la production d'équilibre. Et même aujourd'hui, en pleine crise financière, on entend l'État n'a pas fait son travail, il n'a pas bien régulé, c'est la faute de l'État, cette crise. Et fondamentalement, le système reste juste. Et bon, quand on sera sorti de la tourmente, on va à nouveau reprendre le marché comme mode de régulation. Et alors notre statut à nous dans cette vision-là, alors nous chercheurs, je dirais, c'est celui de, on pose qu'on est neutre, et c'est la neutralité et la supériorité du principe de rationalité scientifique. Ça remonte à Frédéric Taylor et l'organisation scientifique du travail. Et on est toujours dans des démarches de modélisation où on s'extrait en fait de la situation sociale construite et on modélise au nom de la rationalité scientifique des systèmes de prise de décision qui finalement vont continuer à laisser se perpétuer les inégalités et les désastres écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Alors, une autre voie est possible. On est nombreux dans cette salle et ailleurs en sciences de gestion à plutôt promouvoir une approche par le développement durable. Et là, on a une autre lecture des enjeux. On dit, bon, il n'y a pas que le possédant, il n'y a pas que l'actionnaire dans cette affaire. On est des êtres sociaux en interaction et en interdépendance les uns avec les autres. L'entreprise a besoin de ses salariés, de salariés épanouis et heureux,
de ses fournisseurs, de ses clients, de la communauté. Donc on est dans un système d'interdépendance, mais fondamentalement, et ça c'est très important, on pose qu'il y a une convergence entre les logiques économiques de l'actionnaire, les logiques sociales du syndicaliste et les logiques environnementales de l'ONG. C'est-à-dire que il y a peut-être à court terme, de temps en temps, ça coince un peu pour harmoniser économique et social, mais fondamentalement, tout ça peut être réuni. Et comment est-ce qu'on va chercher à le réunir? Là, on est dans la théorie des parties prenantes, en fait, s'inscrit dans l'individualisme méthodologique. C'est-à-dire qu'on raisonne sur les comportements des acteurs. La multinationale, donc les principes directeurs de l'OCDE, par exemple, on est sur cette logique que la multinationale a intérêt à bien traiter ses parties prenantes et peut individuellement adopter un comportement qui va dans le sens d'une convergence des intérêts. Alors comment, et c'est là un des points forts et à la fois une grande faiblesse, on pense, de cette approche, par l'engagement volontaire des acteurs. Donc Global Compact, les principes de l'OCDE, on incite, on recommande, on encourage, mais on attend que le manager, l'entreprise, l'actionnaire, les acteurs d'eux-mêmes décident de faire ou de ne pas faire envers des parties prenantes qu'ils ont la liberté de choisir, de définir dans leurs négociations. Et donc là, finalement, c'est le management, c'est normal. Nous, on est en sciences du management, donc notre acteur, notre interlocuteur dans le monde du réel, c'est le manager. Et donc c'est à lui qu'incombe la tâche de faire converger les intérêts. Et c'est lui qui a le pouvoir de décision, c'est le manager éclairé. Hein. Et donc pourquoi il devrait faire ça? C'est éthique, hein, c'est bon pour son karma, j'allais dire, pour ceux qui... C'est bon pour son salut futur, et c'est rentable, hein, puisque c'est convergent, donc s'il investit dans ses parties prenantes, il aura des meilleurs cash flows et un meilleur cours en bourse. Donc que demande le peuple? C'est merveilleux. Et du coup, le chercheur, dans cette approche, il va s'identifier à cette approche en se posant comme chercheur médiateur, qui est là pour favoriser la mise en discussion des parties prenantes et la construction de ce consensus, dont la principale critique qu'on peut lui faire, c'est qu'il évacue la question des rapports de force, la question des forts et des faibles, dans le rapport entre employeurs et employés, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, entre la jeune fille chinoise en bout de chaîne de sous-traitance et le PDG dans une des grandes villes de l'Ouest. Hein. C'est décontextualisé, on ne voit pas les rapports de force, et à partir de là, le risque qu'on court, c'est qu'in fine, les décisions sont toujours prises en faveur du plus fort. Et on voit que pour l'instant, aujourd'hui, dans le système où on est, le plus fort, il n'intègre pas tout seul comme un grand ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire les problèmes sociaux et environnementaux qui sont générés par l'activité du système. Donc je laisse maintenant à Maya le soin de nous parler des solutions qui pourraient être envisagées par rapport à ça. Concrètement, on a vraiment décidé de promouvoir et donc de chercher à développer dans l'enseignement une approche qui serait critique en sciences de gestion et pour qui la lecture des enjeux va se centrer sur 3 points qui nous paraissent avoir été oubliés. Les dynamiques collectives qui façonnent forcément l'action individuelle, mais qu'elles soient aussi bien les dynamiques instituées que instituantes, dans l'apprentissage comme dans celles qui sont déjà structurées. Les rapports de force, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à faire comme si dans les organisations, dans les entreprises et dans les processus gestionnaires, il n'y a pas de rapport de force et qu'en fait on est confronté à des très très fortes inégalités d'accès aux ressources, qu'il s'agisse des ressources économiques, des ressources sociales générales ou des ressources naturelles, et que enfin, il est absolument essentiel de contextualiser. On ne peut pas rester sur des modèles non contextuels, aussi bien du point de vue historique que du point de vue géographique, et que donc l'enjeu aussi, ça se traduit sur du terrain, ça veut dire des recherches et un travail terrain engagé sur des terrains. Donc les réponses gestionnaires à ces enjeux, ils nous paraissent devoir être soulignés donc sur 3 points. Le premier point, c'est qu'il est absolument essentiel de mettre en lisibilité justement dans les dispositifs de gestion ou les outils de gestion ces rapports de pouvoir et leur normativité. Il y a déjà des gens qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps au CRG, etc. Je ne dis pas qu'on n'a pas, mais ce point est central et a été trop oublié. Il est fondamental aussi
de développer, de réfléchir et d'avancer sur les besoins de nouvelles régulations, on parle beaucoup de gouvernance et de nouvelles régulations collectives, mais aussi d'autres management, d'alter-management, de construction d'un autrement dans les processus de gestion. Et puis enfin d'être très vigilant à les enjeux de réabsorption de la critique, c'est-à-dire les capacités en fait qu'ont les dispositifs à réintégrer très très rapidement la critique, à se réencoder, à reproduire une réabsorption qui fait que finalement on n'est jamais stable sur les processus qu'on analyse. Il est absolument important de prendre en compte ce mouvement et donc de mettre en place des systèmes embarqués du pilotage au regard de cette critique qui fait bouger et qui réencode les systèmes gestionnaires. Concrètement, nous, c'est le laboratoire de sciences de gestion, de recherche en gestion sur les territoires et l'environnement à l'ENGREF. L'ENGREF, c'est une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école du génie rural des eaux et forêts, qui est aujourd'hui fusionnée dans AgroParisTech. Donc depuis 1999, on a en particulier développé dans cette ligne-là un cadre d'analyse qu'on appelle l'analyse stratégique de gestion environnementale et qui s'est donc concentré essentiellement sur les enjeux environnementaux des processus gestionnaires et sur la gestion environnementale au sens large, parce qu'en fait, les questions de développement durable, avant de se poser comme RSE dans les entreprises, elles se sont beaucoup posées sur nos territoires où les actions publiques étaient très présentes, où des corps de l'État étaient présentes, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les forêts, que ce soit sur le domanial, etc. Et donc sur des systèmes organisés, territorialisés, où là on a un recul aussi sur les dynamiques gestionnaires et la façon et à quoi elles ont été confrontées. Donc dans le cadre de ces recherches, qui s'appuient sur beaucoup de terrain et de beaucoup de travaux de terrain, l'enjeu est d'assurer vraiment une triple visée du cadre d'analyse. La première est normative, c'est-à-dire que la visée normative est assumée. Elle dit qu'il faut avoir une efficacité environnementale, une performance environnementale, concrètement, une exigence de résultats sur les écosystèmes. Le deuxième point, c'est une visée descriptive, c'est-à-dire qu'il faut donc aller sur ces terrains, aller les mains dans le cambouis des dispositifs et des outils de gestion, et d'aller voir concrètement quelles sont les responsabilités au regard de ces performances environnementales, au regard des processus dommageables que ces structures produisent sur les écosystèmes. Et puis enfin, il y a une visée stratégique, une stratégie au sens fort, qui peut agir et comment. C'est-à-dire concrètement s'adresser à un système qui agit délibérément pour influencer les performances environnementales du système d'action. C'est-à-dire comment, face à des systèmes qui tendent à ne pas intégrer les questions environnementales, quels moyens on a dans notre recherche, dans nos travaux, dans notre enseignement, d'aider à ce que ces questions-là soient réellement prises en charge et quel type de management stratégique il faut faire pour avancer là-dessus. Voilà, donc je dirais un peu en conclusion que le rapprochement de nos équipes et donc du travail qu'on fait à l'ERFI aujourd'hui, il est un peu de dire comment on va fertiliser le croisement de ces enjeux entre les gens qui ont travaillé sur les problèmes concrets des approches critiques sociales en gestion et puis ceux qui ont travaillé sur les approches critiques environnementales et comment on peut ouvrir un nouveau champ d'enseignement et de travail avec les chercheurs face aux grands enjeux qui sont pour nous tous et pour nos enfants des responsabilités de tous et en particulier des enseignants de la gestion.